Bonjour à tous et donc bienvenue à cette session consacrée à Alfred Kastler. Cette année, c'est une année un peu spéciale, c'est le 50e anniversaire du prix Nobel attribué à Alfred Kastler et donc on a décidé de faire un certain nombre d'événements pour fêter ce 50e anniversaire. Donc aujourd'hui, on a trois choses. On a donc une conférence donnée par Claude Cohen-Tanouji, suivie par un interlude poétique, puis une démonstration en direct devant vous de l'expérience de résonance optique du sodium que Kastler faisait devant ses étudiants. Donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui maintenant de présenter Claude Cohen-Tanouji, qui travaille à l'école normale ici, au sein du laboratoire Kastler-Brossel, donc ce qui me permet à cette occasion de me présenter puisque je suis le directeur du laboratoire Kastler-Brossel. Et le laboratoire porte ce nom de ses deux pères fondateurs qui sont Alfred Kastler et Jean Brossel. Alors Claude Cohen-Tanouji est internationalement reconnu et c'est un grand spécialiste de l'interaction entre la matière, donc les atomes par exemple, et le rayonnement, la lumière. Et il a beaucoup travaillé aussi sur les atomes froids, ce qui lui a valu donc le prix Nobel en 1997, qui lui a été attribué avec deux confrères américains. Il est aussi, il a eu de nombreux autres prix, dont la médaille d'or du CNRS par exemple. Il est membre de l'Académie des sciences. Et comme c'est la nuit expliquée, je voudrais insister sur l'aspect plus son implication dans la diffusion et dans l'explication des connaissances scientifiques, puisque en tant que professeur au Collège de France, il a fait des cours remarquables et tous ceux qui ont pu aller à ses cours s'en souviennent énormément et c'est très utile pour toute une génération de chercheurs. Et donc je suis très heureux de lui donner la parole donc, pour évoquer quelques souvenirs d'Alfred Kastler, dont il a été l'élève, puisque tu as fait ta thèse sous la direction d'Alfred Kastler et de Jean Brossel. Merci. Merci. Merci Antoine pour ton introduction. Et je voudrais dire, avant de commencer, à quel point je suis ému de vous parler cette soirée, de la personnalité d'Alfred Kastler, qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours à la fois scientifique et personnel. Je commence par cette photo qui est dans l'entrée et qui montre tout de suite à son regard à quel point il était chaleureux, rayonnant, et puis on se sentait tout de suite en confiance avec lui. Peut-être qu'avant, je vais essayer d'articuler mon exposé sur les trois aspects que j'ai bien connus d'Alfred Kastler: l'enseignant, le chercheur et l'homme dans la société. Laissez-moi d'abord vous dire quelques mots sur son parcours initial. Il est entré à l'école normale supérieure ici, je crois, en 1921. Il y a passé 4 ans. Il a passé l'agrégation. Ensuite, il a été professeur dans le secondaire, à, je crois, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, de 1926 à 1931, je crois. Et puis, il est passé dans l'enseignement supérieur, à Bordeaux, puis à Clermont. Et en 1941, il a été appelé ici, à l'école normale supérieure, par Georges Bruat, qui était directeur du département de physique, pour suppléer aux enseignements de Pierre Auger, qui était parti aux États-Unis. Et puis donc, en 1941, il était là. Peut-être, je voudrais vous montrer aussi, avant de commencer la partie scientifique, le couple formé par Alfred Kastler et Élise Cosset, que j'ai eu l'honneur de connaître. C'était un couple merveilleux, rayonnant, accueillant, et qui reste au fond du cœur de tous ceux qui les ont connus. Donc, il revient ici en 1941, et puis c'est à cette époque que Jean Brossel, qui est rentré à l'école normale supérieure en 1938, juste avant la guerre, qui a été mobilisé, qui a fait, je crois, 2 ans de guerre. Quand il a été démobilisé, il est revenu ici pour faire son diplôme d'études supérieures, qu'il a fait avec Alfred Kastler, puis l'agrégation. Donc ça, c'était en 1945. Il a passé aussi l'agrégation. Et donc, à cette époque, il faut réaliser que les laboratoires, la recherche française était sinistrée. Il n'y avait plus d'équipement dans les laboratoires. Et Alfred Kastler s'est rendu compte qu'il fallait que Jean Brossel aille à l'étranger pour se former un peu en physique moderne.
et il lui a conseillé d'aller d'abord à Manchester, puis à MIT aux États-Unis. Et donc là, Jean Brossel a passé un certain temps. Il s'est initié d'abord aux techniques expérimentales de la physique atomique, de la spectroscopie. Et puis, au cours de cette période qu'il a passée aux États-Unis, il y avait un échange épistolaire avec Alfred Kastler, très suivi. Et c'est là qu'ils ont eu tous les deux, indépendamment, d'abord une idée vraiment merveilleuse, l'idée de double résonance, où on excite les atomes avec une raie optique et puis en même temps avec une radiofréquence. Et puis, quelques mois plus tard, Kastler publiait l'idée du pompage optique, en 1950. Et c'était tellement prometteur, ces deux idées, que Jean Brossel est revenu à Paris et qu'ils ont décidé tous les deux, Alfred Kastler et Jean Brossel, de créer un laboratoire qui s'appelait à l'époque le laboratoire de spectroscopie hertzienne. Donc voici la photo de Jean Brossel. Je voudrais insister sur le rôle essentiel, fondamental qu'a joué Jean Brossel dans le succès de ce laboratoire. Il est réellement indissociable de la contribution d'Alfred Kastler. Il formait une équipe absolument merveilleuse. Et à tel point que, disons, quelques années plus tard, le laboratoire a pris le nom de laboratoire Kastler-Brossel, comme il est actuellement. Donc, ils se mettent à créer ce laboratoire, et c'est à peu près à cette époque que moi je suis arrivé ici, je crois en 1953. Pour ma part, j'étais au lycée Bugeaud, à Alger, où j'ai fait toutes mes études secondaires et mes classes préparatoires. C'était un très bon lycée. Et j'ai conservé des contacts très amicaux avec les topins, comme on dit, les élèves de classe spéciale, les topins d'Alger, de la top d'Alger, qui ont continué à y correspondre. Ce lycée avait été le lycée qui avait reçu Albert Camus, donc c'était vraiment quand même quelqu'un de très important. Et donc j'ai été reçu à l'école normale, je suis venu ici en 1953. Alors, j'ai d'ailleurs des copains de promotion qui sont ici. Les cours à l'université, c'était pas terrible. La physique était un peu vieillotte, mais heureusement, on avait des cours à l'école normale. Des cours de mathématiques qui étaient donnés par des professeurs exceptionnels, comme Laurent Schwartz, et Henri Cartan, et surtout Alfred Kastler. Et là, ça a été la révélation pour moi. Au début, je voulais faire des mathématiques, quand je suis arrivé à Paris, mais les cours de Kastler m'ont décidé de changer, de faire de la physique. Parce qu'il avait un art de présenter les phénomènes physiques avec une élégance, une poésie, je dirais, exceptionnelle. Il était d'une gentillesse et d'une ouverture avec les étudiants exceptionnelle. Donc j'ai décidé de rejoindre son laboratoire. Et en deuxième ou troisième année, je suis entré dans l'équipe pour faire un diplôme d'études supérieures. Et si vous voulez, j'ai une photo ici qui ne date pas de cette époque, mais qui montre à quel point Alfred Kastler était un enseignant exceptionnel. Ici, il présente une expérience qui va être reprise tout à l'heure, qu'il faisait très souvent devant les étudiants. On prenait un ballon de sodium, que vous avez ici, hein, rempli de vapeur de sodium, et un faisceau lumineux qui traverse ce ballon. La lumière excite les atomes de sodium qui réémettent des photons, et on voit le trajet du faisceau lumineux dans la cellule, jaune, on voit éclairé par la lumière que les atomes réémettent. Alors, le laboratoire, pendant mon diplôme d'études supérieures, a été une révélation pour moi. Je ne connaissais pas très bien ce que c'était la recherche, mais c'était fantastique. On était un tout petit nombre. Il y avait Bernard Cagnac, qui est choisi ici. Il y avait Marianne Bouchia, qui était ici. Jacques Blamont, Jacques Winder. Il y avait déjà des résultats exceptionnels qui étaient obtenus, comme des transitions à plusieurs photons. Le fait qu'un atome peut passer d'un niveau à l'autre, non pas en absorbant un seul photon, comme on a l'habitude, mais en absorbant 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait aussi, pour la première fois, la compréhension du fait qu'en mécanique quantique, un système peut exister dans une superposition cohérente de deux états quantiques, ce qu'on appelle une cohérence. Donc c'était clair que c'était important, et dans le diplôme d'études supérieures de Marianne Bouchia, avec également Jacques-Émile Blamont, on s'est rendu compte qu'un atome qui était porté dans une superposition cohérente de deux états, quand il émettait un photon, la cohérence du premier atome était transférée au deuxième atome qui absorbait ce photon. On appelait ça de la diffusion multiple cohérente. Ça, c'était vraiment une expérience cruciale parce qu'elle montrait l'importance des superpositions d'états. Moi-même, dans mon diplôme d'études supérieures, je montrais qu'une fois qu'on avait orienté un atome par pompage optique, on l'avait mis dans une superposition d'états, quand il suffisait des collisions avec des atomes
d'argon dans une cellule, dans un ballon, cette cohérence subsistait, ce qui permettait, en augmentant le temps de trajet de l'atome par diffusion d'une paroi à l'autre, d'augmenter considérablement le temps d'observation et donc d'affiner les raies. Puis il y avait beaucoup d'autres choses qui démarraient, donc c'était vraiment fabuleux. Moi, j'ai décidé de continuer mon travail de thèse dans ce laboratoire. J'ai passé l'agrégation. À l'époque, c'était la guerre d'Algérie. Donc j'ai fait 28 mois de service militaire, une partie à Nîmes, vraiment dans l'armée, et puis j'ai eu la chance d'être affecté dans un service scientifique qui était le laboratoire d'aéronomie, qui était dirigé par Jacques Blamont, qui était un élève également de Kastler et Brossel. Et je crois que la photo suivante montre un avion militaire, je suis là, qui allait à Colombéchard, au sud du Sahara. On lançait des fusées, qui étaient très sommaires à l'époque, qui, une fois dans la haute atmosphère, lâchaient un nuage de sodium, comme celui qui est dans le ballon, et au crépuscule, la lumière du soleil excitait les atomes de sodium, et on voyait le nuage jaune, comme ça, on pouvait le mesurer. En mesurant cette forme à différents instants, on pouvait mesurer la vitesse des vents dans la haute atmosphère. Kastler était aussi très intéressé par les études de physique spatiale, et ça c'était, je dirais, peut-être un peu le début des expériences du CNES et que nous connaissons maintenant si bien. Donc je suis revenu au laboratoire en la fin des années 59, et j'ai commencé un travail de thèse. Et là aussi, ça a été fabuleux, parce qu'il y avait une ambiance toujours exceptionnelle. Kastler et Brossel étaient tout le temps au laboratoire, jour et nuit, je dirais. Ils passaient le matin et le soir pour discuter avec les chercheurs, les conseiller, les orienter. En ce qui me concerne, j'ai étudié un effet que nous avions prévu, Jean-Pierre Barrat et moi-même, dans une étude théorique du pompage optique, une étude quantique. On prévoyait que les niveaux d'énergie des atomes étaient déplacés par la lumière si la fréquence de la lumière était non résonante, légèrement hors de résonance. Et je me souviens, j'étais tellement excité par cette prédiction que je voulais l'observer le plus vite possible. Et je donne ici des courbes expérimentales que j'avais obtenues pendant la nuit de Noël 1960. On était retourné au labo, ma femme Jacqueline, on avait passé la nuit à prendre des points parce qu'il y avait moins de bruit dans le laboratoire, moins de bruit électromagnétique. À l'époque, on n'avait pas d'enregistreur, et ça, ce sont des points, point par point, qu'on moyennait 5 fois et qu'on prenait avec un galvanomètre à carte mobile. Donc c'était vraiment très antique comme technique expérimentale, mais néanmoins, il apparaissait clairement que, voilà, une courbe de résonance en l'absence de deuxième faisceau perturbateur qui déplaçait les niveaux, puis deux courbes qui, suivant la polarisation du deuxième faisceau perturbateur, déplaçaient la résonance dans un sens ou dans l'autre. Kastler était très excité par cette manip, il l'aimait beaucoup, et avec son sens de l'humour exceptionnel, ces déplacements lumineux qui s'appellent en anglais light shift, shift dû à la lumière, déplacement de la lumière, lui, il s'est mis à les appeler lamp shift. Et pourquoi lamp shift? Parce que on connaissait bien à l'époque un autre effet qui avait la même consonance, qui est le lamp shift, qui est un effet fondamental de l'électrodynamique quantique et qui prédit que les niveaux d'énergie d'un atome dans le vide de rayonnement, sans lumière, la théorie quantique prédit qu'il y a un champ fluctuant quantique dans l'espace et que ce champ quantique, qu'on appelle les fluctuations du vide, déplace les niveaux atomiques. Et ça, cet effet a été très important parce que c'était le point de départ de l'électrodynamique quantique. Donc les lamp shift, j'ai donné une certaine analogie avec les lamp shift, et je vous donne ici une photo où on voit Alfred Kastler au milieu avec Willis Lamb, qui était vraiment un personnage aussi exceptionnel, qui avait dû avoir le prix Nobel 1 ou 2 ans avant Alfred Kastler, et puis Hans Kampfermann, qui était un peu le père de la physique atomique allemande à l'époque. Donc j'ai continué à travailler, il y a eu une moisson impressionnante de résultats, pompage optique des isotopes impairs par Bernard Gagnac, les transitions à plusieurs photons par Winter aussi, l'observation de problèmes de paraffine recouvrant les parois d'une cellule par Marianne Bouchia, et puis qui, quelques années plus tard, devait se lancer dans la non-conservation de la parité. Je ne peux pas citer tout le monde, il y avait Jean-Pierre Farroux, Francis Hartmann, Jean-Claude Lehmann. Il y avait toute une moisson exceptionnelle de résultats qui étaient obtenus donc, dans la première moitié des années 60. Évidemment, ces résultats ont attiré l'attention dans le monde entier. Et le 10 décembre, enfin pas le 10 décembre, en novembre 1966, il y a 50 ans,
on apprend que Kastler a le prix Nobel de physique. C'était une grande joie pour tout le monde, mais Kastler n'était pas heureux. Il était bien sûr content qu'on reconnaisse la qualité de son travail, mais il était très très malheureux que Brossel n'ait pas été associé à lui. Et je crois que le jury Nobel a fait une boulette. Il s'est trompé. Il aurait dû mettre... Il n'y avait qu'un prix Nobel qui était le Kastler. Le prix peut être partagé par 3 personnes, pas plus. Donc il y avait la place pour mettre également Jean Brossel. Et ce qui a gâché le plaisir d'Alfred Kastler, c'est que Jean Brossel ne l'a pas eu avec lui. Et je crois qu'il avait raison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la contribution de Jean Brossel dans ses travaux a été tout à fait exceptionnelle. Donc voilà le prix Nobel de physique en 1964. Je me suis débrouillé pour trouver une vidéo. Attendez, pas tout de suite. Dans Internet, de la remise du prix, ça n'a pas été facile. Mais alors, on va passer la vidéo qui dure 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Je vous demande de faire attention. D'abord, à cette époque, le président du jury parlait en français, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et dès les 10 premières secondes, le nom de Brossel apparaît. Ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient eu une bêtise, et tout de suite, ils ont parlé de Brossel. Alors, on peut la démarrer maintenant. Monsieur le professeur Alfred Kastler, par vos découvertes qui ont été faites partiellement en collaboration avec votre ancien élève Jean Brossel, vous avez couronné les grandes traditions françaises en sciences optiques. Vos méthodes ont été perfectionnées et appliquées avec succès à un grand nombre de problèmes fondamentaux par vous-même et par l'équipe de jeunes savants éminents qui ont été attirés par le rayonnement de votre laboratoire. Vous avez toujours reconnu les recherches de vos collaborateurs avec la générosité et la modestie personnelle qui vous caractérisent. Je vous prie, Monsieur le professeur, de recevoir de la main de Sa Majesté le Roi le prix Nobel de physique. Vous voyez ici Madame Kastler. Je trouve personnellement cette vidéo très émouvante et j'ai toujours un peu, quand je la vois, peur un peu. Cette montée d'escalier est un peu terrible parce qu'il y a une grande émotion. Quand ça s'est passé pour moi, il n'y avait plus d'escalier, c'était au même niveau, c'était plus confortable, disons. Alors, à son retour à Paris, il y a eu bien sûr des fêtes, on a pris des photos, et ça c'est la photo qui est d'ailleurs dans l'entrée, où on voit ici un certain nombre, on voit Alfred Kastler qui est au milieu, je suis ici, il y a Bernard Cagnac. Donc, il faut se rappeler que c'est 50 ans dans le passé, c'est pas mal de temps. On voit ici Jean Brossel, on voit ici Serge Haroche, dont on va en parler tout à l'heure, qui on voit encore, on voit Bernard Cagnac, on voit Marianne Bouchiat qui est ici, on voit Jacques Dupont-Roch, Franck Laloué, dont je vais parler tout à l'heure, et toute une série de gens du laboratoire. Donc ça a été une grande joie. Et si vous voulez, à cette époque, donc j'ai passé ma thèse, moi-même, j'avais passé ma thèse 2 ans auparavant, en 1962, en décembre 1962, et je voulais parler ici de l'attachement d'Alfred Kastler et de Jean Brossel à l'enseignement. Dès que j'ai fini ma thèse, Alfred Kastler m'a dit « Vous devriez
postuler à une maîtrise de conférence à l'université. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, je viens de finir ma thèse, je suis au CNRS, je voudrais encore passer quelques années pour faire de la recherche à temps plein. À l'époque, les sections de faculté avaient 500 ou 600 étudiants. Alors il m'a dit, écoutez, si vous avez, ça c'est extraordinaire, si vous avez trop de travail, j'en ferai une partie. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais qu'accepter. Donc j'ai été élu maître de conférence à Paris dans une section de ce qu'on appelait PCB, les études médicales, avec 500 ou 600 étudiants dans l'amphi. Je fonctionnais en parallèle avec Philippe Nausière, que beaucoup d'entre nous connaissent ici. Et disons, avant d'entrer dans l'amphi, quand on avait la porte fermée, qu'on entendrait le bruit, on se disait, mais ils ne vont jamais s'arrêter de parler. Est-ce que je vais pouvoir dire un mot? On ouvrait la porte, on rentrait, et le silence s'installait. Donc j'ai fait 2 ans de MPC, puis je suis passé en maîtrise de physique. D'abord, cet enseignement de PCB a été positif dans la mesure où il force l'enseignant à préparer son cours très soigneusement, de manière qu'il n'y ait aucun accroc, de réfléchir très à l'avance comment il faut présenter, les motivations, d'introduire. C'est un exercice, je crois que Kastler avait raison. Quand on fait de la recherche, il faut aussi faire de l'enseignement. Parce qu'il ne suffit pas de trouver des phénomènes, il faut aussi les transmettre aux autres. Ça, c'est une idée fondamentale. Et à l'époque, donc, Pierre Aigrin, qui était, je crois, ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, on avait des ministres très compétents en recherche, et il avait décidé de changer la maîtrise de physique, et il y avait maintenant un enseignement de mécanique quantique pour la première fois à l'université. Et j'ai rentré en C3, et j'ai fait un cours de mécanique quantique de 1964-5 jusqu'à 1973, où j'ai été élu au Collège de France. Alors, je voudrais montrer quelques photos supplémentaires. Voici une photo que je trouve personnellement très émouvante, parce que, vous voyez ici, Alfred Kastler, Jean Brossel, moi-même, Marianne Bouchiat, et vous voyez ici Serge Haroche. Et ici, c'était ma première étudiante, parce qu'à l'époque, en même temps que l'enseignement à l'université que je faisais, Jean Brossel, qui était aussi très, très conscient de l'importance de l'enseignement, avait créé ce qu'on appelle un 3e cycle de physique atomique et statistique, où on enseignait la mécanique quantique, la physique statistique à un haut niveau. Et il m'avait demandé de faire un cours de mécanique quantique dans ce 3e cycle. Lui-même faisait un cours de physique atomique. Alfred Kastler faisait un cours sur les photons et les bosons. Pierre-Gilles de Gennes faisait un cours sur les fermions. Jacques Yvon, qui est un grand physicien statistique, faisait un cours de mécanique statistique. Et Pierre Aigrin faisait un cours sur les fermions. Donc c'était un 3e cycle extrêmement important. Il a commencé en 1963. Et ce 3e cycle a joué un rôle extrêmement important pour la recherche en France, parce que tous les ans, un certain nombre d'étudiants de très haut niveau allaient dans les divers laboratoires. Et on peut dire qu'actuellement, quand vous regardez l'ensemble des laboratoires en physique atomique, physique des particules, physique statistique, physique moléculaire, beaucoup de personnages importants de ces laboratoires proviennent de ce 3e cycle. Mon premier étudiant qui est entré dans mon équipe en 1963 a été Nicole Ostrowski, et mon 2e étudiant, ça a été Serge Haroche, en 1964. Puis ensuite, il y a eu Jacques Dupont-Roch, Gilbert Grimbert, toute une série, tous les gens du laboratoire à Kastler-Brossel ont passé par ce 3e cycle. Et récemment, voilà une autre photo, où on voit aussi, dans cette photo, Franck Laloé, qui a été, lui aussi, avec Nicole Ostrowski, dans la première année de ce 3e cycle. Donc vous voyez, Franck Laloé, Nicole Ostrowski, Serge Haroche et tous les autres ont été dans les toutes premières années de ce 3e cycle. Il y a une semaine, nous avons eu à la maison, à dîner, Franck Laloé et sa femme, Nicole Ostrowski, pour fêter la fin de la rédaction d'un 3e tome de notre livre de mécanique quantique. Avec Franck Laloé et Bernard Dieu, entre 64 et 70, nous avons rédigé un livre de mécanique quantique en 2 tomes, ici, et qui a été traduit en anglais par Nicole Ostrowski, dont le mari est américain. Nicole Ostrowski, donc il parle très bien anglais. Ce bouquin a rencontré un certain succès. Il est maintenant utilisé dans le monde entier. Il a été traduit en russe, en chinois, en anglais, ici. Et nous avons décidé récemment, donc 20 ans après, de rédiger un 3e tome. Et nous l'avons terminé pratiquement, quasi terminé dans les jours qui viennent, avec Franck Laloé et Bernard Dieu.
qui malheureusement est bien malade en ce moment, et Nicole Ostrowski et Dan Ostrowski ont accepté de rédiger ce 3e tome. Donc ça a été quand même un grand plaisir pour nous. Bon, je voudrais maintenant passer à l'autre aspect de la personnalité de Kastler, Kastler, l'homme dans la société. D'abord, Kastler était un poète. D'ailleurs, je crois qu'on a prévu dans le programme une lecture de poèmes. Oui, Bach, c'est ça, il va y avoir des lectures de poèmes de Kastler. Il avait une élégance incontestable dans ses idées, dans ses projets d'expérience. C'était aussi quelqu'un de modeste et qui considérait qu'il avait toujours à apprendre. Je me souviens qu'on était étudiant à l'école Romain, en 2e et 3e année, on était toujours impressionnés de le voir avec les étudiants de notre promotion suivre des cours de mathématiques à la Sorbonne. Il voulait se perfectionner en mathématiques, il disait qu'il ne connaissait pas assez la théorie des matrices et il voulait l'apprendre. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je me souviens quand il est parti à la retraite, en 1973, je crois, il avait suivi avec beaucoup d'intérêt la rédaction de notre livre, et puis il me disait, maintenant je vais avoir beaucoup plus de temps, je suis à la retraite, et je vais pouvoir me mettre à la mécanique quantique, je vais pouvoir lire votre livre, et j'espère qu'on va discuter ensemble. Donc ça, cette manière de considérer la recherche et la science me paraît fondamentale. Un vrai chercheur, c'est un éternel étudiant, qui a toujours à apprendre, parce que ce qu'il connaît n'est qu'une petite partie de l'ensemble des connaissances qu'on doit avoir. Et donc, je crois que c'est l'idée de favoriser l'enseignement à un très bon niveau, avec d'excellents enseignants, c'est quelque chose de très important. Il y avait ensuite, maintenant, l'aspect ouverture vers les autres, simplicité, modestie. Il n'a jamais été arrogant. Je n'ai jamais eu un geste arrogant de la part de Kastler. Il était toujours prêt à parler avec les étudiants. Et c'était vraiment exceptionnel. Je voudrais raconter peut-être un épisode qui m'a beaucoup marqué. Quand il a eu le prix Nobel, bien sûr, il y a eu des tas d'articles dans les journaux et mon nom est paru. Or, il se trouve que nous avons de ma famille, qui originellement était en Espagne, dans les années 1800, qui a été chassée d'Espagne par l'Inquisition, qui est allée à Tanger, au Maroc. C'est pour ça que notre nom Talmoudi, ça veut dire Cohen de Tanger. Puis une deuxième expulsion de Tanger en Algérie et en Tunisie. Et on avait une partie de la famille qui était en Tunisie, dont on avait perdu contact. Je ne les connaissais pas très bien, les cousins qu'on avait en Tunisie. Et un de ses cousins, quand il a vu mon nom, il est venu à Paris, parce qu'il faisait de temps en temps à Paris, et il est allé voir Kastler, sans me voir, sans me demander à me voir. Je ne le savais pas. Et un jour, je vois Kastler entrer dans mon bureau, et me dire, vous avez une minute? Je dis, bien sûr. Je vais dans son bureau, je vois là-bas, il avait ramené de chez lui des bouteilles de jus d'orange, des gâteaux, et il y avait ce monsieur qui était là, et puis il était content, il était très joyeux de nous mettre ensemble. Moi, j'étais stupéfait, j'étais un peu en colère contre ce cousin lointain, qui avait pris la liberté comme ça d'aller voir Kastler sans même me conseiller. Mais ça, c'était typique d'Alfred Kastler, sa gentillesse et puis le désir d'être toujours gentil avec tout le monde. Après le prix Nobel, il était lui aussi très, très sollicité, très fatigué par le nombre d'invitations de comités qu'il devait présider. Et il acceptait de présider des tas de comités pour l'intérêt de la recherche. Et donc, si vous voulez, cet aspect de sa personnalité m'a beaucoup touché. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'était pas rigoureux et exigeant. Il pouvait être très sévère et très, très exigeant quand il pensait que les gens avaient tort. Alfred Kastler a été élu à l'Académie des sciences 2 ans avant le prix Nobel, à l'âge de 62 ans. Ce qui est un non-sens. Alors, il a pris l'initiative de publier quelque chose, de faire un article, où il portait en axis les années et en ordonnait, d'une part, l'âge moyen d'entrée à l'Académie, et d'autre part, l'espérance de vie. Il montrait que les deux courbes se croisaient et que si on ne faisait rien, dans quelque temps, on pourrait entrer à l'Académie qu'à titre posthume, parce que l'âge moyen d'entrée de l'Académie était supérieur à l'espérance de vie. Vous imaginez, ça fait un beau scandale, mais le résultat, c'est qu'il y a eu un changement. Maintenant, les règlements de l'Académie imposent
qu'une partie importante des nouveaux élus doivent avoir moins de 55 ans. Et du coup, le dynamisme de l'Académie a beaucoup augmenté. Un deuxième exemple, c'est mai 68. Il était bien sûr favorable aux idées nouvelles, mais il n'aimait pas la démagogie. Et à l'époque, un certain nombre de collègues à l'université étaient devenus avaient un peu disjoncté, et certains proposaient de donner les notes à l'examen, c'est répressif. Il faut donner 10 à tout le monde. Ça avait choqué Kastler, il était rentré dans un amphi qui était survolté, et il avait dit, ça c'est une bêtise. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la promotion par le mérite, par les examens. Donner 10 à tout le monde, c'est aberrant, c'est contraire à la démocratie. Et puis donner l'exemple, 2 exemples fameux, Albert Camus, dont la mère était femme de ménage, et le père d'Élie Cartan, le père d'Élie Cartan, c'était le père d'Henri Cartan dont nous avons suivi les cours. Son père, c'était Élie Cartan, qui était l'un des plus grands mathématiciens du XIXe siècle. Et son père, lui, Élie Cartan, était maréchal ferrant. Et dans plusieurs cas comme ça, ce sont les instituteurs, les professeurs de lycée, qui ont repéré des enfants doués, et qui les ont poussés, et qui les ont amenés là où ils sont arrivés. Donc, mettre 10 à tout le monde, c'est une aberration. Et puis, Alfred Kastler était aussi très sensible à toutes les formes de persécution, de racisme, d'intolérance. Il ne supportait pas ça. Il se battait, il faisait partie de plusieurs comités de défense, par exemple des scientifiques juifs qui étaient expulsés de Russie, des scientifiques qui étaient persécutés un peu partout dans le monde. Et il était aussi angoissé par l'arme nucléaire, il se battait beaucoup contre l'arme nucléaire, et il était l'objet de menaces de la part de l'OAS dans les années 1968. Et je me souviens, son appartement a été plastiqué, et je me souviens que ses étudiants au laboratoire essayaient de l'accompagner chaque fois du laboratoire à son domicile pour éviter qu'un accident se produise. Et puis, si vous voulez, le dernier cliché que je voudrais montrer, c'est la photo de 3 grands physiciens de l'école normale, Henri Abraham, Eugène Bloch et Georges Bruyas. Je crois qu'Henri Abraham était directeur de l'école quand Kastler est rentré à l'école. Je pense que c'est ça. Il était directeur du labo. Oui. Oui. Eugène Bloch a été un des professeurs d'Alfred Kastler. Il avait une grande amitié, une grande affection pour lui parce que Eugène Bloch venait comme Alfred Kastler d'Alsace, il parlait allemand couramment, et c'est lui qui l'a mis en contact, il lui a fait connaître toute la littérature allemande, des Planck, Einstein, Sommerfeld, Heisenberg, qui était si importante pour la physique moderne. Et puis Georges Bruyas, c'était en 1941, quand il est revenu de la guerre, le directeur du département de physique. Et il aimait beaucoup Georges Bruyas parce qu'en fait, à l'époque, les livres de Bruyas étaient les livres de chevet des étudiants qui faisaient de la physique. On parlait des Bruyas. Et Alfred Kastler a repris 2 de ses ouvrages, la thermodynamique et l'optique, il les a révisés et complétés. Et comme vous le savez, ces 3 physiciens ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Et ça, pour Kastler, c'était quelque chose de terrible. Il a initié la création d'un prix des 3 physiciens, qui a démarré, je ne me rappelle plus quand, mais qui est distribué tous les ans à une personne, à un scientifique. Moi, je l'ai eu moi-même, je crois, en 1988, et c'est un prix qui a un certain grand prestige, compte tenu du contexte dans lequel il a été donné. Et peut-être le dernier souvenir que j'ai d'Alfred Kastler, c'était j'étais allé lui rendre visite dans un hôpital, où il était soigné pour des malaises cardiaques. Il était content de me voir, on a parlé. Et puis, je ne sais pas comment, la conversation est venue sur Henri Abraham. Et il me racontait comment Henri Abraham, à l'âge de 74 ans, ça devait être à peu près l'âge où cette photo a été prise, avec sa petite fille, je crois, dans un train, a été arrêté, déporté à Drancy, puis à Auschwitz, où ils sont morts dans les fours crématoires. Et j'étais bouleversé de voir qu'il avait des larmes aux yeux, pratiquement il pleurait. Donc 20 ans après ce drame, il était toujours aussi ému par cette tragédie. Et ça, c'était typique de lui. Donc j'ai essayé de vous donner ici un aperçu de sa
des choses magnifiques qu'il a faites avec Jean Brossel. Et je voudrais dire, pour conclure, que je lui suis reconnaissant non seulement comme homme scientifique, qui m'a formé sur le plan scientifique, qui m'a appris beaucoup de choses, mais aussi comme homme, comme conduite, devant les difficultés, devant les circonstances. Et très souvent, quand j'ai un problème à régler ou une décision difficile à prendre, je me pose la question, qu'est-ce que Kastler aurait fait à cette place-là? Qu'est-ce qu'il aurait pris comme initiative? Et cela m'aide beaucoup. Et je le considérais un petit peu comme un second père. Mes parents aussi étaient très attachés à l'éducation de leurs enfants. Ils étaient très modestes, ils n'avaient pas fait d'études supérieures, mais l'essentiel pour eux, c'était l'éducation des enfants. Je suis entré à l'école normale supérieure. Mon frère Gilles est rentré à l'école polytechnique. Il a fait une carrière de chercheur à Saclay, et ma sœur qui est ici, professeur agrégé de lettres. Donc il était content d'avoir leurs 3 enfants rentrer dans l'école de la République et arriver à des niveaux intéressants. Donc cet homme-là, je le garde aussi dans le cœur parce que c'était un grand monsieur. Et pour conclure, je voudrais dire, comme on dit parfois dans la Bible, c'était un juste. C'est un mot exact pour caractériser un personnage de cette ampleur. Voilà, je vous remercie. Ô toi, mon cher Paris tout gris, avec tes murs couverts de suie. Du, mein liebes, graues Paris, mit den schwarzen, rußigen Wänden, mit den Gassen, die nie mehr enden, mit den Buden und Bücherständen, mit den Gärten, die Raum verschwenden. Le long de ruelles sans suite, des boutiques et des bouquinistes, des jardins qui s'étendent au loin, ouverts aux amoureux qui s'y rejoignent. Drin suchen sich Liebenden Fänden und sie sich halten an beiden Händen, so ihrer Liebe gewiss. Et restent main dans la main, tant de s'aimer ils sont certains. Du, mein liebes graues Paris, mit deinen Himmeln, den hellen, den Bäumen, die grünen Schwellen, die Fontänen, die überquellen, den Brücken über den Wellen, den Kirchen und den Kapellen, du meiner Liebe gewiss. Pour toi donc, cher Paris tout gris, avec tes cieux si tendres et clairs, tes arbres dont les flots verts gonflent, tes fontaines dont les jets débordent, tes ponts qui enjambent la Seine, tes églises et chapelles de toutes sortes, je ressens de l'amour sans peine. Du, mein liebes graues Paris, mit deinen reichen Museen, wo die stillen Statuen stehen, bis die Augen, müde vom Sehen, hinausschauen nach weiten Räumen. Donc toi, mon cher Paris tout gris, avec tes 36 musées, où veillent des statues fidèles, qu'on regarde longtemps, jusqu'à ce que, fatigués, les yeux cherchent le repos d'espaces plus vastes. Wo am Ufer, in schimmernden Bäumen, der Frühling anfängt zu träumen. Sur les rives, où le printemps va rêver, dans des arbres qui brillent, des filles, aux nuées de Paris. Weil die Sonne, leuchtenden Säumen, sich senkt durch der Wolkenriss. Ô toi donc, mon cher Paris gris, en tes pâles et vénérés murs. Du, mein liebes graues Paris, mit den grauen, heiligen Mauern. Éternel et muet cortège d'une quotidienne solitude. Du, mein stetes, stummes Geleit, meiner vertrauten Einsamkeit. Toi, devenu pourtant le lieu où le refrisson d'un unique amour a vaincu mes tristesses. Toi, mon cher et doux gris Paris. Du Stätte, wo seliges Schauern der ersten Liebe süß mich erlöste von meinem Trauern. Du, mein liebes, graues Paris. Toi, mon cher et doux gris Paris. Du,
mein liebes, graues Paris. Europa, Heimat der Zukunft. Einer Mutter gebären tut weh. Europe, en devenir, patrie à venir. Pas d'enfantement sans douleur, certes, mais en toi, nous plaçons notre espoir. Wir harren auf deine Niederkunft, Frühlingsblume, sprengenden Schnee. Qu'enfin, la fleur du printemps perce la neige. Es ist Europas Morgenrot oder Europas Untergang. Est-ce l'aurore de l'Europe ou vivons-nous son crépuscule? Uns allen ist so müd und bang, und unsere Brüder liegen tot, und unsere Kehlen schnürt die Not, und unsere Brust zerspringt vom Drang. Nous sommes tous si las et incrédules. Tant de nos frères sont morts. La détresse nous serre à la gorge et oppressés. Nos poitrines explosent. Es ist Europas Untergang. Es ist Europas Morgenrot. Est-ce le crépuscule de l'Europe ou vivons-nous son aurore? Glantine Cussac qui est en section d'histoire, Marina Dumont qui est en section d'art et Solia Hoft qui est en section littérature. Merci à elle. Donc nous allons passer maintenant à la dernière partie qui consiste donc à faire l'expérience de résonance optique du sodium. Donc comme vous voyez sur la photo et que ce que vous voyez ici, c'est une cellule contenant du sodium, donc la même que celle qu'utilisait Alfred Kastler, que vous voyez ici en train d'expliquer donc le principe du pompage optique sur le tableau noir. Bon, on n'utilise plus tellement de tableaux noirs maintenant, mais bon, on utilise des slides. Et l'expérience qu'il faisait en direct devant ses élèves avec ces cellules. Donc nous allons essayer de refaire la même cellule, la même expérience. Donc Pierre Cladet, qui est au laboratoire Kastler-Brossel, donc chercheur au CNRS, qui travaille sur des aspects de métrologie quantique, c'est-à-dire utiliser des atomes et toutes les techniques développées suite en particulier aux travaux d'Alfred Kastler, pour contrôler précisément les interactions entre les atomes et de la lumière, pour faire des expériences de métrologie extrêmement précises. Donc en fait, c'est un ballon donc, qui est complètement scellé, dans lequel il y a le vide, donc il n'y a rien dans ce ballon, sauf au fond du ballon, on peut voir un tout petit peu de sodium, donc ici, qui forme des gouttelettes. On va chauffer ce ballon pour évaporer le sodium, et c'est à ce moment-là, dans la vapeur de sodium, qu'on va faire cette expérience donc, de résonance optique, c'est-à-dire qu'on va exciter les atomes à l'aide de cette lampe, et on va voir les atomes diffuser la lumière. Donc ici, ce que vous avez, c'est simplement une lampe à sodium, donc c'est les mêmes lampes que celles qui sont utilisées pour éclairer la rue. Donc c'est des atomes de sodium qui sont excités de façon simple, excités par une décharge électrique, et qui émettent de la lumière. Ils émettent de la lumière à la longueur caractéristique des atomes de sodium, cette longueur d'onde, ici, donc le orange, qui est à 589 nanomètres, qui est la couleur qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir exciter les atomes de sodium dans ce ballon. Donc là, vous pouvez voir ici le faisceau lumineux qui traverse le ballon. Alors on va éteindre les lumières qui sont là, qui éclairent la scène, s'il vous plaît. Parfait. Et donc là, on ne voit rien dans le ballon puisqu'il n'y a pas d'atome de sodium. Donc là, je vais allumer le chalumeau et je vais chauffer doucement. Alors là, vous allez avoir probablement du mal à m'entendre à cause du bruit du chalumeau, mais quand ça va se refroidir, on entendra moins, le chalumeau sera éteint et à ce moment-là, vous pourrez mieux m'entendre. Donc là, je chauffe
le chalumeau, je chauffe la cellule. Et donc le sodium qui est à l'intérieur va s'évaporer et on va avoir une vapeur atomique. Donc là, je pense que vous pouvez commencer à voir la lumière qui est diffusée par les atomes. Donc là, vous voyez que la cellule commence à être éclairée. Donc ce sont les atomes de sodium qui absorbent la lumière venant de la lampe. Ils sont excités et ils deviennent à leur tour émetteurs de lumière. Et donc vous voyez ici ces atomes de sodium réémettre la lumière venant de la lampe. Donc là, vous voyez ici cette trace jaune dans la cellule. Vous voyez ici. Alors je vais continuer à chauffer la cellule. Et donc là, vous pouvez voir que maintenant, l'intégralité du ballon est éclairée. Que là, nous avons un phénomène de diffusion multiple, c'est-à-dire qu'il y a les premiers atomes qui sont excités par la lampe, ils vont réémettre un photon dans une direction aléatoire, qui lui va être réabsorbé par un autre atome du ballon, et donc l'intégralité du ballon maintenant est éclairée. Donc je vais continuer à chauffer. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que l'avant du ballon, la partie à côté de la lampe, est plus éclairée que l'arrière du ballon. En effet, le nombre d'atomes dans le ballon est suffisamment important pour absorber significativement la lumière venant de la lampe. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est voir que ces atomes de sodium, en fait, à la lumière blanche, ils sont transparents. Ici, vous regardez dans la lampe, là, vous ne voyez rien dans le ballon. Le ballon est entièrement transparent. C'est seulement la lumière provenant de cette lampe à sodium, cette lumière qui est résonante avec les atomes de sodium, qui est capable d'exciter ces atomes de sodium, lesquels peuvent donc diffuser cette lumière. Donc maintenant, on va revoir le film à l'envers, donc ça va lentement se refroidir. Je coupe le chalumeau. Là, vous pouvez peut-être un peu mieux m'entendre. Donc là, vous avez un grand nombre d'atomes dans la cellule. Et donc, vous avez le phénomène de diffusion multiple. Ils absorbent la lumière venant de la lampe, laquelle est diffusée et réabsorbée par d'autres atomes qui diffusent la lumière. Maintenant, quand la température va baisser, on va voir le pinceau lumineux, donc juste la diffusion simple, donc des atomes provenant de la lampe, absorbés par la vapeur de sodium, et qui sont la lumière qui est diffusée. Et donc là, on peut voir, là, vous voyez, on voit très bien le pinceau lumineux qui se détache dans le ballon. Et au fur et à mesure que la température baisse, donc la pression va diminuer, le nombre d'atomes va diminuer, et donc l'intensité lumineuse diffusée va baisser. Voilà, et donc dans quelques instants, on ne verra plus rien. Voilà, donc là on voit très bien ici le pinceau lumineux donc, qui est absorbé par la vapeur de sodium. Et donc comme tout à l'heure, là on ne va pas le refaire, mais si on éclaire avec une lumière blanche, donc si on éclaire avec la lampe qui était là, on ne voit rien. Les atomes ne vont absorber que la lumière qui est résonante, donc la lumière qui provient ici d'autres atomes de sodium, donc à la longueur d'onde de 589 nanomètres. Voilà. On voit toujours, hein, attends que ça se refroidisse un peu. Bon, je pense qu'on peut rallumer les lumières.